L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou renforce ses capacités, également celles de ses affiliés. Elle les a conviés plutôt à un séminaire pour contribuer au rayonnement de leur structure. Fin de la deuxième mission de médiation en Guinée-Conakry de l'ancien président Thomas Boniaï. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait le point de la mission effectuée par son médiateur pour la Guinée. Des précisions dans ce journal. Et puis en interactualité, des partisans de Mokhtar Saad qui a annoncé son retrait de la politique le lundi 29 août 2022 ont pénétré dans le palais de la République de Bagdad en Irak. Un coup-de-feu a été donc décrété dans la ville par l'armée. Puis dans tout le pays, des tirs à balles réelles ont eu lieu au sein donc de l'ultra sécurisée zone d'Ert. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce 19h30 sur Speedline Télévision. L'ancien président du Bénin, Thomas Boniaï, a bouclé ce samedi 27 août 2022 sa deuxième mission de médiation en Guinée-Conakry. L'objectif de cette deuxième mission était de rencontrer les autorités de la transition et tous les acteurs sociopolitiques du pays en vue donc de faciliter l'opérationnalisation du cadre de dialogue inclusif qui devrait donc permettre le retour à l'ordre constitutionnel selon donc la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait donc le point de la mission effectuée par son médiateur pour la Guinée. Des précisions dans ce reportage. Deuxième mission de travail en Guinée pour Thomas Boniaï, ancien président du Bénin. Il était accompagné de Louis Blaise Akabron, représentant résident de la CEDEAO en Guinée, Alassane Tigri, ancien ministre béninois, ancien haut cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. Rachel Yahi, son assistante et conseillère spéciale, et Serine Mamadou Ka, chargée de programme démocratie et bonne gouvernance de la commission de la CEDEAO, était aussi de la partie. Dans le cadre de sa mission, Boniaï a été reçu en audience par le Premier ministre Bernard Goumou, accompagné de certains membres du gouvernement. À l'invitation du président de la transition, il a pris part à la cérémonie de remise de rapport sur les assises nationales le 24 août 2022 au palais Mohamed V. Le médiateur et sa délégation ont eu des séances de travail avec le ministre des Affaires étrangères et celui en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation avec lesquels il a discuté de la situation sociopolitique du pays. Occasion pour lui de prendre connaissance des actions menées par le gouvernement guinéen dans le cadre de la recherche de dialogue avec l'ensemble de la classe politique. Au cours de son séjour, Boniaï s'est également entretenu avec les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO du groupe des ambassadeurs G5, France, Union européenne, USA, CEDEAO, UN, les ambassadeurs du Japon, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de l'Algérie et de l'Égypte. Pareil avec les chefs religieux, les sages des 4 coordinations régionales, l'ensemble de coalitions des partis politiques et les organisations de la société civile. Au cours de ces consultations, le médiateur a réitéré la solidarité constante de la CEDEAO avec la Guinée et son ferme engagement à l'accompagner pour la résolution rapide de cette crise par un accord consensuel entre toutes les parties prenantes afin d'assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions de la CEDEAO. Il a salué la mise en place par les autorités de la transition du cadre de concertation inclusif et invite les parties prenantes à trouver des compromis pour rendre le dialogue inclusif et consensuel.
Le médiateur de la CEDEAO a exhorté les partis politiques n'ayant pas encore pris part au cadre de concertation initié par les autorités, lequel cadre pourrait être actualisé de manière consensuelle, de le faire afin d'assurer une transition apaisée. Boni Yayi a réaffirmé la volonté de la CEDEAO et de la communauté internationale de réaliser les aspirations de son peuple à la paix, à la stabilité, à la bonne gouvernance et au développement durable. Il consignera les conclusions de sa mission dans un rapport qu'il déposera aux responsables de la CEDEAO. L'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou renforce les capacités morales et éthiques de ses affiliés. C'est au détour d'un séminaire sur la contribution à l'amélioration de la performance du port autonome de Cotonou. Quel challenge pour les structures et les acteurs. Reportage. Contribution à l'amélioration des performances au port autonome de Cotonou, c'est le thème de cet atelier qui est dénommé Convi 2022. Il est à l'initiative de l'amicale pour la convivialité entre les agents du port autonome de Cotonou, Convipac. Objectif, renforcer la capacité morale et éthique des membres de l'amicale. Le résultat attendu, c'est qu'aujourd'hui, chaque participant à cet atelier puisse repartir tout en ayant la satisfaction d'avoir appris quelque chose de nouveau par rapport à ses connaissances antérieures et également se constituer en ambassadeur pour sensibiliser les autres collègues à comprendre la nécessité de travailler pour le développement de l'entreprise. Les participants ont été entretenus sur les notions de compétence, performance et loyauté par le directeur de la structure, une activité diversement appréciée. Nous, les associations des travailleurs du port autonome de Cotonou aujourd'hui, nous avons conscience d'une chose, c'est que nous vivons une expérience exceptionnelle et de cette expérience, nous devons tirer le maximum de profit, ce que nous acquérons dans l'expérience actuelle. Chaque fois qu'on envisage d'avoir un port performant qui réponde aux normes internationales de qualité, de sécurité de l'environnement, il y a des attitudes à avoir. Donc de ce point de vue, en organisant cet atelier, ça permet à l'ensemble du personnel, ou tout au moins à l'ensemble des représentants de chaque direction, d'avoir des attitudes pour que nous puissions avoir les résultats qu'on souhaite. Plusieurs communications ont meublé la séance afin d'inciter l'ensemble des travailleurs à plus de professionnalisme pour faire rayonner davantage le port autonome de Cotonou. Atelier de renforcement des capacités des députés sur les instruments de protection de la femme et la lutte contre la violence basée sur le genre au Bénin. Les travaux ont été lancés ce jeudi 25 août 2022 à Grand Popo. Reportage. C'est un atelier pour mieux outiller les parlementaires sur les instruments de protection de la femme et de lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. Il vise à identifier les mécanismes de renforcement des politiques de lutte contre les violences à caractère sexiste. C'est une initiative de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, soutenue par l'Institut national de la femme. Après plusieurs années de collaboration entre l'ABPF et l'Assemblée nationale à travers le réseau, nous avons pu être gratifiés de résultats probants au cours de l'année 2021. On a tous été fiers et satisfaits de l'évolution des débats en ce qui concerne les récentes lois votées et les divers instruments juridiques et institutionnels mis en place dans le seul but de permettre à tous les Béninois de bénéficier pleinement de leurs droits en santé reproductive, sans violence et sans discrimination. Madame la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, le rôle dont vous êtes investi est capital pour la lutte contre ce fléau qui fait plus que gangréner notre quotidien. Avec vous, nous constituerons une coalition forte pour mener une bataille efficace pour l'élimination des violences basées sur le genre. Les différentes activités de cet atelier sont adressées à l'endroit des membres du réseau des parlementaires pour la population et le développement qui a à sa tête le député Ernest Medewanou. Malgré les mesures juridico-institutionnelles que notre pays, le Bénin, a pris pour prévenir et sanctionner les auteurs
des dites violences, le phénomène persiste dans nos villes et campagnes. Le présent atelier, loin d'être une simple rencontre d'échange, contribuera sans nul doute à renforcer les capacités des organisations, des jeunes et des femmes en matière de défense des droits, de la santé sexuelle et reproductive des populations. Les conclusions et les résolutions issues de cette concertation permettront de renforcer davantage la prévention et la lutte contre les violences basées sur le sexe au Bénin. Dine Bouraïman a été reconduit au poste de président du bureau du Concessium Tourisme par million. Et c'était donc lors d'une assemblée générale élective tenue ce vendredi à Cotonou. Les membres ont répondu massivement présents. Le point de la cérémonie en images. C'est par acclamation que Dine Bouraïman a reçu une fois encore la confiance des membres du consortium touriste par million CTM. Premier acte posé après sa réélection. Il resserre à 9 membres contre 13 à la mandature précédente le nouveau comité exécutif. Mais je voudrais vous assurer que nous ne travaillons pas pour un groupuscule, nous ne travaillons pas pour un sous-secteur donné, nous travaillons pour l'ensemble du secteur. Et l'ensemble du secteur du tourisme. Et tout acteur du tourisme doit se sentir responsable, doit se sentir comme étant membre de ce qui est en train d'être fait. Donc c'est pourquoi je voudrais demander l'accompagnement de tous. C'est vrai, nous sommes des hommes, on peut avoir au cours de l'activité fait des choses qui sont mauvaises. Je vous prie donc vraiment de nous excuser pour ça. Moi, si vous ne le savez pas, j'ai une licence en philosophie. Donc, j'aime la critique et l'autocritique. Donc, accompagnez-nous par la critique constructive. Il a été reconduit par ses pairs en présence du représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et des associations partenaires aux fonctions de président du 7e Bénin. Ceux-ci réaffirment leur soutien indéfectible et sans faille au nouveau comité exécutif. Je crois que les ambitions du gouvernement, c'est d'avoir à peu près 1 million de passagers par an ou 1,2 million par an au Bénin à court terme. On est actuellement entre 450 et 500 000 par an. Donc il y a un gros travail à faire et c'est pour ça que nous sommes vraiment prêts pour accompagner le CTM et pour être un acteur actif au sein du CTM. Il n'y a aucune animosité entre nos associations fêtières, quoi que ce soit. Ce qui est sûr, 6 000 touristes, comme le dit le million de touristes arrivent, je trouverai ma part dans mon hôtel. Donc, moi, je ne peux pas dire que millions de touristes n'arrivent pas pour que mon investissement soit hypothéqué. Ce n'est pas possible. Donc il faut savoir que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de souci. Tout le reste, c'est du pipeau. Pour moi, le 7e Bénin, c'est un creuset où tout le monde doit être. C'est the place to be. Aujourd'hui, le gouvernement joue pleinement son rôle. Et maintenant, il nous met le pied à l'étrier. Donc le secteur privé que nous tous nous représentons ici, nous devons nous mettre résolument au travail. J'ai particulièrement aimé le fait qu'un serment soit prêté. Et donc, je veux compter que le travail va se faire. Au cours de cette séance, le nouveau bureau exécutif invite tous les acteurs du secteur à les accompagner pour relever ensemble le défi de faire du Bénin la meilleure destination touristique d'Afrique. Les hauts responsables des fédérations de boules et de pétanque séjournent au Bénin. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine du sport boule qui s'est tenue au siège de l'institution à Cotonou. Romaric Dossa nous fait donc le compte rendu. Examen, adoption des nouveaux tests et renouvellement des membres du comité exécutif. Les membres de la Confédération africaine des sports boules étaient en conclave à Cotonou. Ils prennent part à une assemblée générale ordinaire de l'instance. L'exercice est d'une importance capitale pour la dynamisation de notre organisation. Je voudrais donc vous inviter à faire preuve de responsabilité et de sérieux pour qu'à l'issue de notre Assemblée générale sortent des textes cohérents.
Cette assise a également servi de cadre pour confirmer le report du 50e championnat de pétanque Bénin 2022 à septembre 2023 à Cotonou. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement du Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, est totalement disposé à honorer son engagement à satisfaire à toutes les exigences du cahier des charges et à offrir toutes les commodités requises pour que la fête mondiale des sports boules à Cotonou soit belle, grandiose, magnifique et inoubliable. Une rallonge de temps que vous comprendrez et apprécierez dès que le voile sera levé et que vos yeux contempleront les dispositions organisationnelles innovantes mises en place pour cette compétition. Communiqué final de cette Assemblée générale de la Confédération africaine des sports boules. Il est lu par le rapporteur des travaux. Réunis à Cotonou le 27 août 2022, à la 8e session de l'Assemblée générale de la Confédération africaine des sports boules, KASB, les fédérations nationales de boules et de pétanque, membres de la KASB représentés par leur président ou des délégués du moment daté, ont étudié et amendé les nouveaux textes de la KASB pour leur mise en conformité avec les nouveaux textes de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et de la Fédération mondiale de boules de pétanque, mais au regard de l'importance des amendements formulés par les membres sur le projet de texte de la KASB, son adoption a été reportée. À cet effet, des recommandations ont été faites au président pour la convocation d'une nouvelle Assemblée générale après avoir recueilli les amendements écrits de chaque fédération nationale de boules et de pétanque et des résolutions ont été formulées. Par ailleurs, tous les autres sujets inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés, traités avec la plus grande célérité et adoptés à l'unanimité à la satisfaction de tous les participants. Précisons que ces nouveaux tests de la Confédération africaine des sports boules serviront de base légale et juridique pour le renouvellement des instances dirigeantes. Hors des frontières béninoises à présent, les combats ont éclaté tôt ce samedi et ont opposé les milices fidèles au gouvernement basées à Tripoli à d'autres groupes armés alliés à une administration rivale qui cherche depuis des mois à s'installer dans la capitale. Les affrontements ont causé la mort de plus de 30 personnes. Images et sons. Après les affrontements qui ont causé la mort de plus de 30 personnes à Tripoli, Abdulhamid Beiba a souligné la nécessité d'élections. Les combats ont éclaté tôt samedi et ont opposé les milices fidèles au gouvernement basé à Tripoli à d'autres groupes armés alliés à une administration rivale qui cherche depuis des mois à s'installer dans la capitale. Cette agression a été surmontée et ils se sont détournés vaincus, traînant les queues de la déception et de la honte en marchant sur le sang des innocents qu'ils ont versé au nom du pouvoir et de leur ego gonflé. Ces affrontements ont fait craindre une guerre de plus grande ampleur à ses habitants. Le Premier ministre du gouvernement basé à l'Ouest a souligné dimanche la nécessité de tenir des élections pour éviter un retour au sommet du long conflit libyen. Non aux solutions fabriquées de toutes pièces, oui aux élections. Non à la guerre, oui aux élections. Non à la prolongation et oui aux élections. Les affrontements entre milices ne sont pas rares à Tripoli. En mai, le Premier ministre rival basé à l'Est, Fathi Bachagha, a tenté d'installer son gouvernement à Tripoli, déclenchant des affrontements qui se sont soldés par son retrait de la ville. En Centrafrique, à présent, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans l'après-midi dans la capitale Bangui pour clamer leur opposition à une nouvelle constitution. Les manifestants dénoncent une manipulation qui vise à permettre au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, de rester au pouvoir. Images et sons. L'opposition centrafricaine vont debout contre un changement ou une modification de la Constitution de 2016. Samedi, au moins 300 personnes ont manifesté contre la volonté présumée du pouvoir de faire sauter les verrous limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, alors que le peuple centrafricain connaît d'autres problèmes, on nous sort brusquement
comme un coup de tonnerre pendant la saison sèche, une histoire de modification ou de révision ou de rédaction d'une nouvelle constitution. Ce n'est pas la priorité du peuple centrafricain. L'objectif de toute cette manœuvre-là, c'est de faire sauter les verrous limitant à 2 le mandat présidentiel pour que Touadéra soit président à vie. Une crainte nourrie par la signature vendredi d'un décret créant un comité chargé de rédiger un projet de nouvelle constitution, alors qu'au sein même du camp présidentiel, des voix appelaient déjà au changement de la loi fondamentale. Élu en 2016 puis réélu en 2020, Faustin Archange Touadéra devrait rendre le tablier au terme de ce second mandat. Les deux principaux candidats à la présidentielle du Brésil se sont accusés mutuellement de tous les maux du pays dans un premier face-à-face télévisé dimanche avant le scrutin d'octobre prochain. Ces deux rivaux, figures centrales de l'histoire récente du Brésil, se sont affrontés pour la première fois publiquement. Reportage. À un mois de l'élection présidentielle brésilienne, les deux favoris se sont affrontés lors d'un débat télévisé. Le président actuel Jair Bolsonaro a dirigé de nombreuses attaques contre la malhonnêteté de son rival Lula. L'ex-président de gauche avait été emprisonné pendant 1 an et demi pour corruption avant d'être relâché sur décision de la Cour suprême. Votre gouvernement était marqué par la kleptocratie. Il était basé sur le cambriolage. Et ce pillage avait pour but d'obtenir le soutien du Congrès. Pas seulement celui du président Lula, mais du Congrès. Donc rien ne justifie la réponse mensongère que vous avez faite sur la question. Votre gouvernement était le plus corrompu de l'histoire du Brésil. Des accusations rejetées par Lula qui a cependant reconnu publiquement l'existence de corruption au sein du groupe pétrolier Petrobras pendant son mandat. Ce que nous venons d'entendre est inqualifiable. Le président aurait dû être informé que c'est sous notre gouvernement que Petrobras a atteint la taille qu'elle a, avec une capitalisation de 70 milliards de reais, soit près de 14 milliards d'euros. Le président devrait savoir que mon gouvernement a été marqué par la plus grande politique d'inclusion sociale avec le plus de création d'emplois. Pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego. Lula est pour l'instant donné favori avec 47% des sondages contre 32% pour Jair Bolsonaro. Des retenues d'eau exceptionnelles sollicitées dans les Pyrénées pour alimenter une Garonne qui souffre. La sécheresse frappe de plein fouet le sud-ouest de la France alors que l'hydraulique prend une importance accrue dans le contexte de crise énergétique. La sécheresse frappe de plein fouet la France et notamment le sud-ouest au moment où l'énergie hydraulique prend une importance décisive. Ici en Ariège, le niveau du lac a tellement baissé que les responsables du barrage ont dû procéder à des lâchers d'eau 1 mois plus tôt qu'à l'ordinaire. En juillet, par exemple, le volume libéré depuis les lacs ariégeois est 2 fois supérieur à au maximum qu'on avait fait par le passé. On peut dire aussi que entre le 9 juillet et aujourd'hui, on a libéré plus de 70% des volumes qui sont réservés pour le soutien d'étiage de la Garonne. À Toulouse, au plus fort de la sécheresse, 40% de la Garonne provenait des lâchers d'eau effectués par les gestionnaires des retenues. On appelle ce procédé l'étiage. Il est crucial pour les cours d'eau et pour l'industrie. La première fonction, c'est de maintenir ce qu'on appelle le bon état des rivières. Le bon état des rivières, ça veut dire qu'il faut que la vie soit là, il faut que les hérons trouvent de l'eau, que les poissons qui passent dans la passe à poissons derrière moi aient de l'eau. Donc c'est tenir ce niveau-là. Mais c'est aussi pour des activités industrielles. L'exemple qui est bien connu, c'est qu'il y a besoin d'eau sur une centrale nucléaire comme Golfech. Et donc, il y a besoin qu'on tienne aussi des niveaux. Pour les opérateurs électriques, c'est la double peine. L'incertitude sur le fait d'avoir ou non assez d'eau pour produire de l'électricité cet hiver surgit au moment de la crise énergétique liée au conflit en Ukraine, alors que de nombreux réacteurs nucléaires sont à l'arrêt pour maintenance. Direction Pakistan. Les inondations provoquées par les pluies de mousseau ont causé la mort de 1061 personnes selon le dernier bilan publié lundi matin. Des torrents d'eau devraient donc atteindre la province de Sindh dans les prochains jours, aggravant donc les difficultés de millions de personnes déjà affectées par les intempéries. Images et sons.
Le Pakistan ravagé par les inondations. Et le bilan est lourd. Depuis le début de la mousson à la mi-juin, plus d'1 millier de Pakistanais ont été tués par ces violentes intempéries. 80 000 hectares de terres agricoles ont été détruits et des millions de personnes se sont retrouvées sans abri, sans nourriture ni eau potable. C'est le cas de ce couple de villageois dans le Baloutchistan au sud du pays, l'une des zones les plus touchées. Leur maison a été submergée par les eaux et il ne leur reste plus rien. Ma maison est inondée, tout est détruit. Je suis très inquiet. Mes enfants ont faim et ils sont malades. Je souffre, que dois-je faire? Je regrette aujourd'hui de l'avoir construite, car maintenant je pense à comment nourrir mes enfants ou construire une autre maison. Mais je n'ai plus de salaire. Au total, près de 33 millions de personnes ont été touchées par les pluies torrentielles, soit un Pakistanais sur 7. Le gouvernement a déployé l'armée comme dans cette province près de la frontière avec l'Afghanistan afin d'évacuer les habitants piégés dans des torrents d'eau. L'état d'urgence a été déclaré par le Premier ministre. J'annonce une aide gouvernementale de 10 milliards de roupies pour la province du Baloutchistan. Les autorités régionales planifieront les opérations de secours. Le bilan pourrait encore s'alourdir en raison des crues des rivières. Le sud du pays se prépare à un nouveau déluge dans les prochains jours. Et je l'annonçais dans les titres, des partisans de Moqtada Sadr qui a annoncé son retrait de la politique ce lundi 29 août 2022 ont pénétré dans le palais de la République de Bagdad en Irak. Un couvre-feu a été donc décrété dans la ville par l'armée, puis dans tout le pays. Des tirs à balles réelles ont eu lieu au sein de l'ultra-zone sécurisée verte. Scandant Moqtada, le nom de leur chef, des dizaines de partisans de Moqtada Sadr ont pénétré dans le palais de la République à Bagdad. Le palais de la République est situé dans l'emblématique zone verte de la capitale irakienne et accueille habituellement le Conseil des ministres. Les manifestants ont pris place dans les fauteuils d'une salle de réunion, certains prenant des selfies, d'autres se baignant dans un bassin dans le jardin. L'armée irakienne a décrété un couvre-feu dans Bagdad par crainte des débordements. Les raisons de ce coup de force, Moqtada Sadr, incontournable leader chiite, a annoncé un peu plus tôt son retrait total de la vie politique. Le très influent religieux, habitué des coups d'éclat, a pris cette décision au moment où l'Irak est embourbé dans une profonde crise politique depuis les législatives d'octobre 2021. Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone, a été victime d'un vol à main armée à son domicile dans la nuit du dimanche à lundi. Selon les médias espagnols, les cambrioleurs ont menacé le footballeur et sa femme, frappé le joueur et ont dérobé des bijoux. Selon donc les premiers éléments de l'enquête, 4 hommes sont entrés dans la villa du joueur près de Barcelone en passant par dessus les murs du jardin. Reportage. Sur ces images, la maison de l'attaquant gabonais du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, agressé dimanche par des hommes armés à Castelldefels, près de Barcelone. Les voleurs sont passés par le jardin armés de pistolets, ont frappé le joueur et sa femme avant de le forcer à ouvrir son coffre-fort pour dérober les bijoux qui étaient à l'intérieur. Lundi à la mi-journée, des journalistes étaient rassemblés devant la maison du joueur et des voitures de police déployées autour de la bâtisse assuraient la sécurité. Une porte-parole de la police catalane a confirmé l'ouverture d'une enquête. Les agressions des joueurs sont monnaie courante à Barcelone. Mi-août, le footballeur polonais Robert Lewandowski s'était fait voler sa montre alors qu'il venait s'entraîner et signer des autographes. La police l'avait récupéré moins d'une heure après. En juin dernier, 6 personnes avaient été arrêtées dans le cadre d'une enquête sur le cambriolage de la maison appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo et où résidait le joueur du PSG Marco Verratti. Le butin avait été estimé à 3 millions d'euros par la presse espagnole. C'est tout pour ce journal sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez-nous fidèles. N'oubliez pas de nous retrouver sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, également sur le www.speedlinetvbn.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.
Merci.